Comment dire ça? La psychologie empirique de l'ego, c'est une nouvelle psychologie. Euh, Ça rejoint la psychologie évolutionnaire, mais ce n'est pas la psychologie évolutionnaire. La psychologie empirique de l'ego met l'accent sur l'étude que peut faire l'ego dans sa relation avec ses forces qui doivent nécessairement l'amener un peu plus près de lui-même. Avec les années, on peut constater que la conscience est un phénomène qui peut devenir très occulte. Et c'est pour cette raison-là que, en tant que conférencier ou personne qui écrit des livres, je tiens à tenir compte de la psychologie empirique de l'ego, qui va permettre à l'ego de s'observer. Comment est-ce qu'elle est différente de la psychologie contemporaine? Tout simplement parce qu'elle va permettre à une personne d'étudier le caractère psychique de sa conscience en relation avec la pensée. La pensée vient d'ailleurs, ça c'est acquis pour la psychologie empirique de l'ego. Tout comme c'était acquis aussi pour la psychologie évolutionnaire que la pensée vient d'ailleurs. La problématique qu'on rencontre avec la psychologie évolutionnaire, encore faut-il le ramener ou le rappeler que c'est une psychologie qui s'adresse à la conscience uniquement. L'ego doit être beaucoup plus près de lui-même que cela. On remarque que le développement de la parole dans l'ego est plus important que le phénomène de la conscience en tant que tel. Parce que la conscience, qu'est-ce que c'est? La conscience, c'est la réalité accomplie de l'ego dans son lien avec la lumière. C'est ça la conscience. C'est ce qui permet à une personne de véhiculer une parole qui lui permet d'être transparent et fluide dans sa conscience. Donc, la psychologie empirique de l'ego devrait permettre à la personne qui parle d'être transparente dans ses propos, et on devrait aussi remarquer une fluidité. Cette fluidité-là devrait être en lien avec le propos qui est à communiquer. Ce qui se passe présentement avec les gens qui sont dans la conscience, c'est qu'ils ne tiennent pas assez compte du caractère de la programmation de l'âme sur leur ego. Et ils deviennent très orgueilleux dans la conscience, parce que l'ego a eu accès à beaucoup d'informations dans les 20 dernières années au sujet du lien psychique de l'ego avec la conscience. Mais l'ego ne s'étudie pas assez. Et c'est là que la psychologie empirique veut jouer son rôle. Elle veut donner à l'ego des bases d'études qui vont lui permettre de pouvoir vérifier s'il y a un geste d'orgueil qui s'opère en lui ou non. Qu'est-ce qu'un geste d'orgueil pour un ego? Donc, on pourrait tout simplement dire qu'un geste d'orgueil, lorsque c'est commis par l'ego, c'est une appropriation du savoir qui est réfléchi par l'ego et qui permet à cet ego-là de dire que c'est de l'intelligence. Et ce n'est pas l'ego qui est intelligent. C'est l'intelligence qui passe à travers la conscience de l'individu qui rend l'homme intelligent. La psychologie évolutionnaire, c'est une psychologie qui s'adresse à la conscience. Et c'était parlé dans un grand sens large pour permettre aux individus de tout simplement associer des mots à la conscience. La psychologie empirique de l'ego, c'est davantage une étude approfondie de l'ego en rapport avec lui-même. Est-ce qu'il faut avoir un bon ego? La question qu'on devrait se poser, est-ce qu'il faut avoir un bon ego avant d'être conscient? Est-ce qu'il faut avoir une capacité dans son ego de s'étudier avant d'arriver à la conscience? C'est la question qui est posée. Donc, la psychologie empirique n'est pas une psychologie comportementale. C'est pas l'individu ne doit pas, ou la personne ne doit pas commencer à étudier son ego en relation avec les comportements qu'elle fait. La personne doit étudier son ego en relation avec la parole qu'elle utilise pour véhiculer son message. Si, par exemple, une personne avance que l'alcool, c'est dangereux pour la conscience, le développement de la conscience, ou l'alcool, il y a des risques de dérapage.
La réalité, c'est ça. Il y a un risque de dérapage avec l'alcool si on en prend trop, parce que l'esprit peut être affaibli ou éteint à travers l'alcool. Mais une personne qui est consciente peut traiter avec n'importe quelle forme. Son ego, s'il est à l'étude de lui-même, va savoir que il peut embellir sa vie avec un verre de vin lors d'un repas ou prendre une bière. Ça ne devient pas une forme stéréotypée où on décide tout simplement qu'il y a dans l'ego une capacité de se réfléchir parce qu'il y a tout simplement une volonté de donner à une forme une valeur. L'ego ne peut pas, s'il est dans la conscience, s'il veut accéder à la conscience, donner une forme à une valeur. Il donne tout simplement une étude réelle à la forme et il établit après ça qu'est-ce que c'est pour lui cette forme-là. Non, la psychologie empirique va être basée sur la transparence de l'ego et la fluidité de l'ego. Qu'est-ce que la transparence? C'est, vous devez sentir que celui qui parle ne se réfléchit pas et ce qu'il transmet comme vocabulaire fait tout simplement partie d'une capacité de générer sa parole. Donc, si vous posez une question, vous n'allez jamais sentir le manque de respect envers votre personne. Par exemple, si vous allez à un endroit, puis il y a quelqu'un qui parle, puis si vous sentez à quelque part qu'il y a un manque de respect envers vous, c'est définitivement parce que l'ego se réfléchit. Alors que dans la transparence, vous allez sentir tout simplement une vibration dans la parole et vous allez rester avec la vibration de la parole qui va se transformer éventuellement pour vous autres en une forme de savoir. Par exemple, vous allez savoir, plus ça va aller, plus que l'autre va dire, plus vous allez être capable de regarder, de l'étudier, de dire, OK, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Puis quand vous allez être confronté par une situation, si celui qui parle est vraiment dans la transparence de l'ego, il va tout simplement communiquer du matériel ou un savoir qui va vous permettre de vous auto-censurer, qui va vous créer une zone d'inconfort, mais si vous êtes vraiment dans la transparence, l'autre ne vous fera pas sentir que vous ne le savez pas. Il va tout simplement essayer de vous amener à un nouveau constat qui va probablement marquer votre conscience, qui va vous amener vers beaucoup plus d'études par rapport à vous-même. Si on prend la conscience, c'est un phénomène qui est quand même encore très occulte, même s'il y a eu il n'y a pas eu tellement de livres de communiquer encore sur la conscience, mais la capacité de l'ego de comprendre réellement sa dynamique n'est pas nécessairement expliquée dans la conscience. La conscience, pour qu'un ego se comprenne réellement dans la conscience, il faut quasiment que le double soit établi. Le contact télépathique avec la lumière soit établi en permanence. Et c'est ça qui permet à l'ego d'être dans une psychologie évolutionnaire. Le contact avec son double, son ajusteur de pensée, est là en permanence. Mais je ne crois pas, est-ce qu'il faut penser que tout le monde va arriver à ça? Et je ne sais pas. C'est pour ça que je considère que si on donne des éléments à l'ego, au niveau de la transparence puis de la fluidité, il est possible que cet ego-là puisse avoir une assise beaucoup plus grande que simplement de vouloir parler à son double. Ça se comprend ce que je dis? Non. La fluidité, c'est quoi? J'ai bien déterminé la transparence. La transparence, c'est la capacité d'émettre un savoir qui ne se pense pas. Et ça, c'est votre conscience qui se développe. C'est le double qui parle. Mais qu'est-ce que la fluidité? Pour les forces de la lumière, la fluidité, c'est la capacité de l'homme de jamais réfléchir ce qu'il va dire. Si vous sentez l'ego chez l'autre, si vous sentez que la personne se réfléchit, ça sent l'ego, c'est parce qu'il n'y a pas de fluidité. Il peut y avoir de l'information qui circule, qui est pertinente pour la personne de comprendre le propos qui est véhiculé par la conscience ou la parole. Il peut y avoir, par exemple, est-ce qu'on peut facilement reconnaître que quelqu'un est dans le réel ou dans l'orgueil? Non, parce que vous n'avez pas une capacité de voir les personnes 24 heures sur 24. La lecture est très difficile parce que aujourd'hui,
la conscience, c'est pas véhiculé à toutes les sauces, c'est pas vrai, mais je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui se sont enorgueillis avec la conscience. La capacité d'étude est peut-être moins présente qu'eux autres le disent. Par exemple, on a déjà vu, vous avez déjà entendu parler qu'une personne arrive une soirée, puis il dit, il ne devrait pas y avoir d'alcool ou de café servi à cette soirée-là parce que ça va astraliser la conscience des gens. Mais de qui tu parles, puis à qui tu parles, puis d'où ça vient cette information-là? Puis si tu confrontes cette personne-là avec cette réalité-là, ou si tu confrontes la personne par rapport à sa réalité, elle va tout simplement te dire, ça, tu vas comprendre ça plus tard. C'est un geste d'orgueil. C'est un geste d'orgueil. Ou encore une personne qui dit, moi, je suis fusionné. Tu sais, qu'est-ce que tu vas dire à ça, je suis fusionné? Tu vas lui demander, explique-moi c'est quoi la fusion. Tu vas comprendre même que tu sois là. Donc, ça reste un phénomène occulte. Il n'y a pas de fluidité dans ça. C'est la personne qui réfléchit qu'est-ce qu'elle vient de dire. Je prends un autre exemple, la santé. La santé peut devenir une très grande vérité sur une personne, puis elle va rien que parler de santé. Surtout quand on vieillit. Hein? Là, on dit, la santé, on parle de santé, puis on veut pousser la forme de la santé, mais réellement, là, la psychologie empirique de l'ego, ça va être, regarde-toi en tant qu'ego, puis quelle est la place que tu as donnée dans ta santé, en relation avec ta parole, puis en relation avec la capacité de respecter l'autre. Donc, je donne un exemple. Une personne qui est malade pourrait très bien rencontrer une personne qui est savante en santé, qui connaît ça, okay? qui a une certaine documentation de la santé. Puis, elle pourrait dire, je peux te proposer ces livres-là. Tu sais, ces livres-là, ce seraient des bons livres. Mais de là à te dire que tu dois lire ce livre-là, parce que c'est le livre le plus important, qui es-tu? D'où vient cette information-là que c'est un livre important? C'est peut-être un de la bullshit que dans ces livres-là. Donc, est-ce que l'individu s'enorgueillit à travers la conscience? Oui, il s'enorgueillit. Et je crois, et je considère qu'il est important de permettre à l'ego de pouvoir s'auto-corriger lui-même en étant conscient qu'il y a deux grandes valeurs qui doivent composer la vie d'un ego. La transparence puis la fluidité. La transparence, l'ego est capable de respect envers l'autre. Donc, s'il y a une personne qui est malade, il va tout simplement approcher cette personne-là, puis il va dire c'est quoi ton problème avec la santé? Qu'est-ce que tu as comme problème avec la santé? Puis il va l'étudier avec lui, il va le regarder. À la fin, il ne lui dira pas que j'ai des solutions pour toi. Il va dire moi, j'ai telle information, j'ai dit, je sais pas, mais si ça te concerne, je peux te les référer, tes informations-là. Ça devient plus une doctrine, parce que chacun s'est développé une genre de doctrine dans son ego en relation avec la conscience. Qu'est-ce que la personne maîtrise? Elle a rendu ça comme un phénomène de conscience, puis c'est devenu une grosse forme. Puis, est-ce que la transparence est nécessairement présente? Non, parce que la fluidité n'est pas là. Donc, je vais demander au double, qu'est-ce que la fluidité dans la transparence? Il va dire, c'est la capacité d'un ego d'émettre une réalité qui met en vibration les deux consciences présentes. C'est-à-dire, l'ego ne s'invitera pas à la table de l'autre s'il n'est pas invité. Il ne dira pas que prends ça, c'est bon pour ta santé. Est-ce que ça se comprend, ça? Donc, quand on parle de psychologie évolutive ou psychologie évolutionnaire, on parle d'une personne qui est dans la conscience et qui a un contact dynamique avec son double, qui a accès à la parole, qui est exempt de domination. Alors qu'une psychologie empirique de l'ego, c'est une étape avant, qui devrait permettre à l'ego un peu plus de s'auto-censurer et de regarder quelles sont ses réelles craintes. Parce que la grande nuance entre la conscience et la psychologie, c'est la suivante.
c'est que la psychologie s'adresse à la capacité de l'ego de s'étudier et de se corriger. La conscience, c'est la capacité de l'ego de dialoguer avec l'occulte, avec l'infini, d'être sur le savoir, de parler le réel, de communiquer le savoir, de communiquer le réel. Est-ce que c'est toutes les gens qui traitent de conscience qui traitent de la capacité de communiquer le réel? Pas nécessairement. Parce qu'ils sont facilement mis en échec, ces égos-là qui parlent de conscience et qu'ils émettent ensuite des réalités. Qu'est-ce que le réel pour la psychologie empirique? Le réel pour la psychologie empirique sera celui de permettre à une personne de s'asseoir à sa table et de regarder où il a été transparent et où ça accrochait dans son discours. Par exemple, vous avez une émotion. Vous ne pouvez pas dire que vous étiez fluide. Vous aviez une émotion quand vous avez communiqué tel savoir. Donc, à partir de ce moment donné-là, quand vous avez une réalité émotive qui vibre en vous, vous devez savoir que vous êtes dans une programmation d'âme. Donc, la psychologie empirique de l'ego veut ramener l'individu à l'étude de sa programmation d'âme. Si on était fusionné, si on n'était pas sous une programmation d'âme, puis on était dans les lois de l'esprit, on ne serait pas ici. On a toute une programmation d'âme. Puis dans cette programmation d'âme-là, il y a pour tous et chacun des entités qui chevauchent sur votre conscience. Parce que la pensée astrale fait partie de la programmation d'âme. Si on était tous sur la pensée cosmique, on était toujours dans la pensée cosmique, on saurait exactement c'est quoi un ego, on saurait exactement c'est quoi une âme, puis c'est quoi une programmation. Puis, en sachant c'est quoi une programmation, mais si l'individu était capable de psychologie évolutionnaire, il saurait toujours qu'est-ce qu'il doit dire à celui qui est devant lui. Sa conscience serait toujours acceptée et reçue parce qu'elle ne s'imposerait jamais à la conscience de l'autre. La problématique avec la psychologie évolutionnaire, c'est que c'est strictement lié à la capacité de l'individu de se générer en tant que conscience. Mais il y a beaucoup de gens qui se génèrent à partir de leur ego. Et c'est là que la difficulté de l'ego doit être révélée à l'homme. On n'a pas à développer une psychologie comportementale à la Freud ou à la Jung ou ce qui est moderne au niveau pour parler du corps émotif. Le corps émotif, c'est le corps astral de l'âme. C'est par celui-là que s'expriment les émotions. L'ego qui est dans la psychologie évolutionnaire doit savoir ça. Mais l'ego qui est dans une psychologie empirique doit encore le savoir plus, parce que c'est à partir des émotions qu'il le traverse, qu'il peut reconnaître quel est son degré de transparence avec la vie. Si vous êtes ébranlé par une émotion, c'est parce que la programmation d'âme est très, très rapprochée à ce moment-là. Donc, c'est ça qui baisse votre taux vibratoire et c'est là que les pensées astrales peuvent se produire dans votre conscience. Si vous n'avez pas une psychologie empirique de l'ego qui vous permet de reconnaître que le corps émotif, il doit être neutralisé par votre capacité en tant qu'ego d'observer quel comportement que vous allez utiliser. Parce qu'il y a beaucoup de déplacements dans l'ego. L'ego vient une opposition, il va déplacer ça par une certaine forme qui peut être non, ça me touche pas. Tu sais, il peut nier facilement. On peut facilement nier une forme. On peut aussi tout simplement déplacer le problème puis dire à l'autre, ça semble t'appartenir ce que tu viens de dire et ça m'appartient pas. Il y a des formes dans l'ego qui vont devoir être beaucoup plus étudiées dans les années à venir pour permettre à l'individu d'avoir accès à une liberté plus grande de sa conscience. Est-ce que la psychologie empirique va apporter plus de liberté dans l'ego? Non. Elle va apporter une plus grande étude de l'ego sur soi. La psychologie évolutionnaire va apporter plus de liberté pour l'ego. Voyez-vous la nuance? Alors que on parle beaucoup de psychologie évolutionnaire, mais les égos ne se connaissent pas. Ils ne savent pas qui ils sont. Et comment se fait-il qu'il y a très peu de personnes qui sont capables de parler et de maintenir une salle et maintenir un taux vibratoire?
Parce que l'ego se réfléchit. Et la réflexion dans l'ego, c'est ça qui devrait mettre la puce à l'oreille à l'homme, pour lui dire, dans une journée, combien de fois je me réfléchis? Dans une journée, combien de fois que quand j'accomplis une telle chose, je pense que je l'ai l'affaire? Qui veut tout simplement dire qu'il n'y a aucune transparence dans cet ego-là. Un ego, savez-vous, un ego qui est conscient n'est jamais bouleversé par la vie. Jamais bouleversé par la vie, un ego qui est conscient. Parce que les préformes de sa voyance en relation, sa sensibilité est tellement ajustée avec sa transparence et sa fluidité qui contourne les formes. Il n'y a aucune forme qui peut l'atteindre. Donc, c'est ça une conscience universelle. C'est ça un ego qui est conscient de la lumière. C'est qu'il y a de la fluidité. Donc, je considère que lorsque l'homme va avoir de la fluidité et de la transparence dans son ego, il va avoir la voyance de son esprit qui va chapeauter la vie de son ego et qui va lui permettre de parler le réel à des niveaux de conscience que l'homme ne pourra jamais distinguer au niveau de la forme parce que ça n'a pas de forme, le réel. On ne peut pas se mettre à réfléchir à la conscience. Donc, en gros, c'est ça la psychologie empirique. C'est une psychologie qui va placer l'ego dans l'étude de soi avant l'étude des forces occultes par cet ego. Je ne crois pas qu'un ego qui n'est pas capable d'avoir la sensibilité de s'étudier peut faire de grandes études avec l'invisible. Je ne crois pas. Et maintenant, je vais faire une conférence. C'est juste que je voulais parler de ça. Est-ce que vous avez un sujet en relation avec les mots que j'ai communiqués? Puis je vais faire une conférence là-dessus. Question? OK, je vais parler d'ouverture. Parce que la transparence et la fluidité amènent de l'ouverture chez l'ego. Vous recevez l'information depuis le début en relation avec la fluidité et la transparence. Et vous recevez l'information également, ils disent, en relation avec la psychologie empirique et la psychologie évolutionnaire. Est-ce que la distinction a été bien faite? Est-ce qu'on peut voir deux psychologies qui sont parallèles et qu'il y en a une qui va permettre le tremplin vers la compréhension de l'invisible, alors que la psychologie empirique va permettre le tremplin de l'homme avec la compréhension de sa programmation d'âme avec son ego? Est-ce qu'on a besoin d'une psychologie évolutionnaire? Oui, il y en a qui ont besoin d'une psychologie évolutionnaire. Une psychologie empirique de l'ego ne sera pas suffisant pour eux autres parce que le contact télépathique avec la lumière va être déjà plus grand. Ils vont déjà avoir la présence du double. Mais est-ce que vous pouvez considérer, tous ceux qui sont dans la conscience, est-ce que vous pouvez considérer qu'en général, les gens ont un contact avec le double, clair, défini, et que ça parle vraiment dans leur tête et qu'ils peuvent dialoguer avec l'invisible? Mathieu, ce que vous en pensez? Ce que je pense, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de conscience et le contact est vraiment pas tel. Donc, vous êtes capable d'entendre ce que je dis? Vous le comprenez, ça? Ouais. Vous, Yvon, est-ce que vous comprenez ça, ce que ça dit? Oui. Y a-t-il des nuances à éclairer ou est-ce que c'est assez établi pour comprendre que la psychologie empirique de l'ego, c'est une capacité de l'ego plus grande de venir s'étudier, qui est importante, mais il ne faut pas négliger la psychologie évolutionnaire qui ouvre la conscience de l'ego vers le contact télépathique avec le double. Ça, c'est... Oui? J'aurais juste envie de rajouter, même j'ai connu des personnes qui avaient établi un contact et qui se sont fait pleurer à un moment donné par leur réveil et puis se sont fait manipuler et que ça leur ferait pas de mal de revenir justement à l'étude de l'ego, bien que certains contacts ont été établis. D'accord. On va développer là-dessus. Donc, comment doit s'établir le contact télépathique avec la lumière? Donc, ça va être le sujet de la conférence. Le contact télépathique. Je vais parler du contact télépathique avec la lumière. OK?
Donc, c'est sûr, Jean, tu te manges comme tu veux pour ça, là, mais je vais parler du contact télépathique avec la lumière. La raison que je fais une conférence comme ça, pour vous expliquer, on veut mettre sur le site Internet des extraits sur la psychologie empirique, qui prépare le livre de la conscience, Curriculum sur la conscience. Mais je ne fais pas ça parce que j'ai quelque chose à vendre. Je vous le dis tout de suite. C'est pas parce que j'ai quelque chose à vendre. C'est parce que les forces de la lumière reconnaissent. Je vais vous dire qu'est-ce qu'ils me disent. Ce sera à vous autres de voir si ça a de l'allure, si ça se tient. OK? Donc, je vais faire un aperçu de qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers 45 ans, OK, avec la descente de la conscience évolutive sur la planète Terre et le contact télépathique. Donc, je vais essayer de me rappeler de mon sujet, le contact télépathique. OK? Ça fait que si je vais l'écrire dans le coin parce que c'est fort possible, contact télépathique. OK. Donc, en gros, vous avez eu, depuis l'avènement de la conscience, un initié qui a été capable de canaliser l'énergie de la pensée et de savoir que la pensée venait d'ailleurs. Cet individu-là s'appelle Bernard de Montréal. Et lorsque Bernard de Montréal a grandi dans la forme de cette conscience-là, il s'est aperçu que il ne pouvait plus croire la pensée. Et il ne pouvait plus non plus réfléchir la pensée parce que lorsqu'il réfléchissait cette pensée-là, il s'est aperçu, lui, en raison de sa sensibilité et du contact télépathique avec la lumière qui était si fort, qu'il pouvait avoir de l'orgueil, de la spiritualité dans ce contact-là. Parce que, avec les années, il a réalisé que, même s'il était un initié, il y avait une programmation d'âme associée à sa conscience. Et sa programmation d'âme, c'est ce qui lui a permis de créer Roche Sauvage, de donner des conférences, de donner, etc., des séminaires, pour initier les personnes à la réalité que la pensée venait d'ailleurs. Ce travail-là, il a été bien fait au niveau de la conscience, parce que l'individu qui parlait, qui s'appelait Bernard de Montréal, était toujours en mesure de se censurer et de revenir à un propos distinct qui permettait aux gens de comprendre la réalité des plans occultes, sans nécessairement tout acheter. Parce que lui protégeait les individus de la croyance. Il a toujours protégé les individus de la croyance en disant « Ne croyez pas ce que je vous dis, c'est à vous de le savoir. » Ça, c'était clairement établi dans sa conscience. Il a développé également le contact du double, télépathique avec la lumière. Il a parlé d'ajusteur de pensée qui voulait dire la même chose. Donc, qu'est-ce qu'un ajusteur de pensée? Au début, ça représentait le contact de la lumière qui revient avec l'homme pour ajuster son ego. L'ajusteur de pensée, c'est juste un ajusteur pour ajuster l'ego. L'ego recevait de l'information. Et dans ce cas ici, on avait une personne consciente, un initié, qui avait la mesure de se censurer continuellement et de s'étudier. Il a parlé pendant des années, ce qui a amené, avec le temps, l'éclatement de certaines bulles spirituelles. Parce que toutes les formes qui ont été faites avec les autres ou avec les gens, ça l'a tout sauté à un moment donné. Donc, toutes ces formes-là ont éclaté pour la simple et unique raison que la forme était liée à des liens spirituels. C'est que l'ego ne comprenait pas assez qu'il y a une programmation karmique pour chaque individu, puis une programmation d'âme pour chaque individu. Parce que pour être conscient et pour que la lumière puisse permettre à la conscience de descendre chez une personne, l'individu doit être capable d'être seul dans sa conscience. Il n'y a pas besoin de personne. Il doit être capable de ne jamais, jamais regarder chez l'autre le problème, mais de voir chez lui quelles sont ses réalités. Donc, avec les années, la conscience a permis à des séminaristes, des gens, de faire de la conscience, mais avec le temps, les séminaristes se sont beaucoup enorgueillis parce que possiblement que cette forme-là de séminariste devait se faire éclater. Est-ce que l'initié aurait pu bénéficier d'une absence de séminariste? Non. Parce que quand on descend une initiée, c'est comme les apôtres. Il y avait 12 apôtres pour supporter la structure mentale du Christ, qui allait beaucoup trop loin pour la société. Donc Bernard de Montréal était un peu
c'est pas que les gens étaient des apôtres, mais parce qu'ils les appelaient à se corriger eux-mêmes dans leur ego et de développer une conscience identitaire. Mais ça ne s'est pas réellement réalisé parce que Bernard de Montréal n'avait pas le mandat de corriger les égos constamment. Il devait simplement, à un moment donné, s'assurer que lui ne se croit pas dans ce qu'il dit. Et c'était au travail du contact télépathique, du double avec la personne, de faire la même chose. Mais comment est-ce qu'un double peut se corriger s'il n'a pas une bonne psychologie? La seule façon, c'est qu'il soit en fusion totale avec l'énergie de la lumière, son ajusteur de pensée. Et ce n'est pas le cas. Parce qu'on ne pourrait pas supporter trop de lumière, en général. L'homme ne pourrait pas supporter trop de lumière parce qu'il fondrait, ses corps fondraient. Il dit, regardez, combien de personnes ont peur dans le contact télépathique avec la lumière de la possession. Et pourtant, et lorsqu'il y a vraiment contact télépathique avec la lumière, le double, c'est une unification de l'énergie du double avec la lumière, avec l'ego dans l'homme, qui permet à l'ego d'être transparent et fluide dans sa parole. Et c'est ça qui lui donne la vitesse d'exécuter sur la Terre un ordre qui va permettre d'établir certaines balises entourant la psychologie de l'homme. Bernard de Montréal l'a fait. Présentement, ce qui se passe avec le contact télépathique, c'est que les personnes ne comprennent pas que ce contact télépathique-là, c'est vraiment une possession de l'homme au niveau de son rapport de force, de dire à la lumière, je sais qui vous êtes et je sais qui je suis. Et c'est comme ça que Bernard de Montréal a ramené le rapport de force de l'ego et du double cosmique au même niveau que son ego et qui a permis par la suite pour lui d'explorer le réel. Vous ne pouvez pas, ou l'homme ne peut pas explorer le réel s'il n'a pas l'ego qui est unifié à la lumière. C'est pas réel de dire que l'homme peut explorer la conscience à des niveaux d'infini quand le double n'est pas présent en permanence dans la conscience de l'homme. Tout cela pour dire quoi? Que l'homme doit revenir à la base. Il doit garder sa conscience, il doit garder les acquis de sa conscience, mais il doit revenir à l'étude de son ego. Et la psychologie empirique établit que l'homme ne peut plus négliger l'étude de son ego. Je serais bien curieux de savoir, si on prenait une salle puis de 30-50 personnes, je serais bien curieux de voir combien de personnes parleraient nécessairement avec leur double sur une base commune. Puis ici, après ça, ces personnes-là diraient, oui, j'aimerais bien les confronter dans leur réalité, non pas pour les mettre en boîte, mais je leur demanderais, est-ce qu'on peut regarder des études avec votre double? Et c'est là qu'on reconnaîtrait, en gros, qu'il y a beaucoup de failles dans l'ego, il y a beaucoup de trous, parce que l'homme ne comprend pas assez sa programmation avec l'autre. Il y a des rapports de force que l'homme doit établir lui-même avec le double. OK? Donc, si je disais tantôt le contact télépathique avec la lumière, qui est l'ajusteur de pensée, l'homme doit exiger, à partir de 2014, parce que je constate que la psychologie empirique de l'ego prend vraiment son envol en 2014. Je ne sais pas si c'est réel, je vous dis pas de croire, j'y crois même pas, mais s'ils me font parler de ça, je vais parler de ça. Mais si vous trouvez que c'est trop banal et trop plate comme sujet, donnez-moi un autre. Parce que je m'en calisse de qu'est-ce qu'ils veulent parler. En gros, c'est ça, la conscience. OK? Mais je vais continuer parce qu'ils veulent continuer sur la psychologie empirique de l'ego. Ce qu'ils veulent dire à l'homme, c'est que vous ne devez pas construire une religion à partir de la conscience. C'est ça qu'ils veulent dire. Vous ne devez pas construire une religion à partir de la conscience. Il n'y a pas personne ici qui est l'étudiant de quelqu'un ou l'apôtre de quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un en dehors de cette salle ou ailleurs qui a une plus haute vibration que vous. Il y a des gens qui ont une vibration et c'est à vous de reconnaître quel est ce réel qui se transmet dans cette vibration-là. Ça, c'est intéressant, hein? On n'est plus dans l'orgueil, là. On n'est plus dans l'orgueil. Parce qu'on est dans la capacité de l'ego de mesurer sa parole en relation avec quelqu'un qui dit qu'il est intelligent.
Oui, mais si vous êtes si intelligent que ça, comment ça se fait que le respect, je le sens pas entre moi et toi? Puis des gens dans la conscience, il y en a en sacrament qui se disent intelligents, mais on sent toujours un geste d'orgueil à quelque part. On va te dire quelque chose, ça va te faire du bien ou quoi que ce soit. Par exemple, il y a toujours quelqu'un qui vous rencontre qui veut vous trouver vos failles. Je sais pas, mais il y a des gens qui vous rencontrent et ils veulent vous trouver une faille. Au lieu de juste bénéficier de votre présence, ou il y a des gens qui, peut-être, qui vont avancer des choses. Par exemple, ils vont parler de conscience, ils vont faire des affirmations. Le danger avec les affirmations, c'est que êtes-vous capable de poser la question, c'est qui est-ce qui dit ça? Et pourquoi que c'est dit? Donc, si quelqu'un me pose la question, par exemple, pourquoi est-ce qu'ils veulent parler de la psychologie empirique de l'ego? Ça serait une question. Et ils me répondent ceci. Nous concédons à l'homme une sensibilité reconnue au niveau de sa capacité à savoir que la pensée vient d'ailleurs. Mais nous savons aussi que l'homme ne s'étudie pas assez. Et Bernard de Montréal avait compris cela, ils disent, dans la fin de sa vie, parce que la psychologie évolutionnaire, c'était pas très occulte, hein, vous savez. C'était une psychologie qui permettait à l'ego d'être plus près de son contact télépathique avec la lumière. Donc, il dénonçait beaucoup les formes d'orgueil dans la conscience involutive pour essayer d'amener l'individu à réaliser que c'est correct de savoir que c'est pas toi qui penses, mais est-ce que tu es capable de questionner la pensée aussi? Et si l'ego s'étudie, il va questionner la pensée qui lui vient en lui. C'est une façon pour l'homme de se rapprocher de sa lumière sans avoir à avoir le dialogue avec la lumière. Est-ce que vous comprenez? L'ego qui s'étudie, qui est sensible à sa réalité et à la réalité des autres et regarde la transparence, parce que vous pouvez très bien écouter quelqu'un puis en prendre plein la tête. Puis là, vous arrivez chez vous puis vous êtes plus débalancé, vous êtes moins... Vous savez pas ce qui s'est passé. C'est parce que l'autre, il y a des entités derrière qui vont parler à travers lui. Et si vous ne savez pas c'est qui parle devant vous, si vous n'avez pas la transparence c'est quoi? Ça devient un bouclier de lumière. Parce que vous êtes transparent, vous percez l'autre. Votre lumière va transpercer la conscience astrale de l'autre. Fait que quand l'autre va parler, tu vas dire, ah, c'est pas correct ce qu'il dit. Mais ça, vous le savez pour vous. Vous n'avez pas besoin de lui dire à la personne, vous le savez pour vous. Mais c'est quoi la différence? C'est que vous retournez chez vous après ça et vous ne vivez pas le rebound, le retour de l'énergie négative que vous avez absorbée. Puis là, vous ne savez pas, comment ça que je suis plus bien dans mon énergie? C'est ça que ça devrait vous permettre, la transparence. La fluidité, elle, ça va être après pour vous de manifester dans votre ego qu'est-ce que vous avez vécu, de le mettre en parole. Pour simplement établir un contact plus réel avec votre sensibilité. Parce que quand vous êtes ébranlé par quelqu'un, ou quand vous êtes ébranlé par le discours de quelqu'un, c'est votre sensibilité qui est attaquée. C'est jamais votre ego qui est attaqué. C'est la sensibilité. Mais c'est quoi la sensibilité? Il dit, c'est la beauté de l'ego qui prend le temps de s'étudier. Il ramène le discours à un autre niveau. Je suis d'accord avec ça. Moi, je suis d'accord avec ce qu'ils veulent amener. Parce que la problématique rencontrée depuis qu'ils ont retiré Bernard de Montréal est la suivante. Nous remarquons que ça tire dans tous les sens. On parle de conscience, mais on ne parle pas de conscience. On parle d'ego qui parle. Avec des capacités de conscience.
Donc, comment les gens peuvent se reconnaître dans cela? Il dit, laissez faire le travail de votre étude sur votre ego, vous allez voir que ça va très bien aller. C'est comme si l'homme devait reprendre sa conscience, qui est un phénomène occulte, et qui devrait la ramener à une étude de son ego, en relation avec sa sensibilité, lorsqu'elle est brimée, lorsqu'on lui manque de respect ou quoi que ce soit, qu'est-ce qu'il y a dans cet ego qui fait qu'il y a un manque de respect? Ou qu'il y a un manque tout simplement de capacité de verbaliser. Savez-vous c'est quoi? C'est votre programmation d'âme qui agit en fonction des relations karmiques et mémorielles avec la pensée astrale, qui vous empêche d'avoir accès à votre sensibilité sur une base quotidienne, à tous les jours. Tu te lèves le matin, tu devrais savoir si tu te sens bien. C'est quoi ton niveau d'énergie? C'est quelle vitesse que tu vas adopter aujourd'hui? Est-ce que tu vas trop vite? Tu sais, il y a des fois, ça va tellement vite dans notre tête, on va trop vite. Respire un peu. Ralentis le rythme. Absorbe les formes. Tu vas t'avoir, ou reconnais les formes, tu vas t'apercevoir qu'il y a beaucoup plus de volatilité dans l'air cette journée-là. Au Québec, ça bouge énormément. Hein? Vous êtes d'accord qu'au Québec, ça bouge énormément? Depuis le scandale de construction et tout ça, ça bouge énormément parce que il y a des gens qui veulent pousser le réel de l'ego, du manque de transparence des institutions. Ça concorde avec ce qui est dit ce soir, la transparence. Parce que si l'ego n'est pas transparent, on assiste justement à de la corruption. Et le travail du Québec est très fort à ce niveau. Ils disent, c'est un bon exemple, le Québec, pour la simple et unique raison, on n'obtient pas une bonne société si les élus ne font pas leur travail au niveau de la transparence. Vous êtes d'accord? Donc, est-ce que Denis Coderre est excellent pour ça? Il a la parole bien placée. Il travaille bien le verbe. Il va se mettre des personnes à dos, il va faire des erreurs, mais il a la capacité, en tant qu'ego, de se corriger, de s'étudier, de dire « Ah, j'ai fait un faux pas ». Parce que lui, il a la vibration du politicien. C'est quoi la vibration du politicien? C'est pas une personne qui veut fourrer tout le monde, qui se donne de l'importance. Ça, c'est le côté astral de la vibration du politicien, de se donner de l'importance. Mais quand les forces de la lumière décident qu'il y a quelqu'un qui rentre à tel endroit, parce que c'est de plus en plus ça, à des postes clés, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, au niveau... Il y a beaucoup de gens qui discréditent Harper. Mais Harper, il est fait solide. Il y a de la continuité et de la constance. Vous prenez le jeune Justin Trudeau, il est beaucoup plus fragile. Molker est beaucoup plus convaincu de ses convictions. Il fait un bon travail dans l'opposition, mais est-ce qu'il serait un bon premier ministre? Il ne faut pas oublier la nature psychique d'une société. À Montréal et dans la province du Québec, la conscience a été établie parce que le Québécois avait ce qu'il fallait pour faire véhiculer la conscience, et ce n'est pas l'intelligence. C'était la haine contre l'occulte en raison de l'imposition de la religion qui a fait avancer la conscience. Parce que les gens sont beaucoup moins religieux au Québec qu'ils ne le sont ailleurs. Et sont beaucoup moins dans l'ésotérique qu'ils ne peuvent l'être en France, ici au Québec. Et ceci permet une ouverture sur la conscience. Ce qu'il faut maintenant à la conscience, c'est une capacité de l'ego de savoir quand il se réfléchit, quand il ne se réfléchit pas. Si vous pensez que dans une journée, ça va fonctionner comme vous le voulez, vous êtes dans la réflexion. Si vous êtes dans votre journée, puis vous dites, je vais rester en éveil pour savoir comment va se passer ma journée, vous allez remarquer que des fois, il ne vous casse pas trop les pieds. Vous n'avez pas besoin d'un contact mental, télépathique avec la lumière pour établir ça.
Vous dites, ah là, ça va bien. Quand vous êtes prêt dans votre ego, votre sensibilité est ajustée et vous êtes capable de dire, ça va bien. Je me fais pas trop chier. Mais ça, cette transparence-là et cette identité-là que vous vous donnez, là, c'est la continuité, c'est la fluidité que vous allez avoir demain. On ne parle plus d'une impression de l'intelligence à ce moment-là. On commence à entrer dans le réel de l'intelligence. Et le contact télépathique avec la lumière, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement intelligent pour tout le monde. Moi, pour moi, c'est la plus belle chose qu'ils viennent de dire ce soir. Le contact télépathique avec la lumière, ça ne veut pas dire que c'est de l'intelligence pour tout le monde. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils disent que ça prend un rapport de force, ça prend une sensibilité dans cet ego, ça prend un cristal dans cet ego qui a renversé les énergies de l'âme, de la programmation astrale de l'âme sur sa psychique et qu'il parle le verbe dans la capacité de détrôner l'invisible sur sa conscience pour respecter l'homme. Et l'homme ne le fait pas. Respecter l'homme, il ne le fait pas. Il respecte ce qu'il pense être. Un orgueil de conscience. Donc, il faut se rappeler que l'orgueil, c'est une entrée des énergies de la noirceur dans la conscience de l'homme. Ah, sujet intéressant. Pourquoi est-ce que on remarque qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vont... Je ne sais pas, moi. Devrait-il d'avoir plus de monde qui suivent la conscience ou qui ne suivent tout simplement... Est-ce que la spiritualité prend toute la place? Au niveau de la conscience, certainement. Parce que l'intelligence, quand c'est réfléchi, ça devient une forme spirituelle d'orgueil très élevée. Et l'orgueil mental... Il y a deux types d'orgueil. L'orgueil spirituel, ce serait celui-ci. C'est l'ego qui parle avec l'invisible et qui s'approprie son entité maîtresse. Il s'approprie l'énergie de la conscience et se les donne à lui-même. L'orgueil mental, on parle ici d'un ego qui est assis sur les bases de la connaissance, de la conscience, et se les approprie. Il connaît toutes les formes. Tous les mots de Bernard de Montréal, il les connaît toutes. Il les place toujours à la bonne place, et ça donne un effet de surprise. Mais ça ne change pas une vibration. Ça ne change pas une vibration. Je vais prendre une pause. Puis on va revenir dans 5 à 10 minutes. Ce ne sera pas très long. 5-10 minutes.